Je renie pas mon passé. Ça, c'est sûr. Je veux dire, je suis même consciente que c'est ce qui fait ce que je suis maintenant. Si je suis devant vous avec ce voile et que j'accepte de parler de ma quête ou d'un cheminement, c'est, je pense aussi, parce que j'ai été Diams, parce que les gens m'ont connue, parce que les gens ont connu une partie de l'histoire, que je pense que les gens qui m'ont vraiment aimé, ils ont décelé des souffrances, déjà à l'époque. Et il y en a plein qui disent, on s'est toujours demandé comment ça se terminerait. Est-ce que tu allais trouver des réponses à tes questions ou est-ce que tu allais te foutre en l'air, en fait? Ça a toujours été ça. Moi, j'ai des fois l'impression de venir parler de quelqu'un qui aurait dû être mort. D'être une survivante? Ah ouais, complètement. Ah ouais, une miraculée. Ah ouais, complètement. Complètement. Je veux dire, ça, c'est sûr et certain. Et pour vous, ce nom Diams, qu'est-ce qu'il évoque? À quelle femme est-ce qu'il renvoie? À une femme qui si elle n'avait pas trouvé la paix, serait morte. Ça, c'est sûr. Moi, normalement, je suis morte. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que quand je raconte vraiment que j'ai voulu mettre fin à mes jours, c'était sérieux, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce que je dis souvent, c'est que, vous voyez le désert, l'image du désert, quelqu'un qui avance dans le désert et qui est perdu, qui sait même plus d'où il vient, parce qu'il a perdu ses repères, il sait pas où il va, parce que c'est le désert. Il pense qu'au loin, il y a des choses, et en fait, c'est des mirages. Et il meurt de soif, et il est dans ce désert, et il est seul, il est tout seul, il sait pas où aller, mais il marche quand même. Mais ça, c'était moi dans la vie. C'est-à-dire que je marchais parce que ma mère, elle voulait que je marche. Ma mère, elle voulait pas que je meure. Mes amis voulaient pas que je meure. Mais je marchais pour aller où? Pour faire quoi? À ce moment-là de ma vie, je me dis que la mort, elle est préférable à ce que je suis en train de vivre. Vous n'avez pas donné d'interview française depuis 7 ans. On vous a presque pas entendu depuis que vous avez arrêté la musique il y a 13 ans. Et vous avez accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce documentaire Salam, qui est en séance spéciale au Festival de Cannes. Ce film, vous le co-réalisez avec Houda Benyamina et Anne Cissé, mais vous le signez, vous y participez, vous en êtes le sujet, vous prenez la parole. Pourquoi c'était important? Ça fait bien 5-6 ans que régulièrement, on me contacte pour pouvoir mettre à l'image mon histoire. Et on m'a beaucoup demandé de la partager de différentes façons. Donc les gens venaient avec des idées de biopic, par exemple, donc de films qui seraient joués par quelqu'un sur mon histoire, de fiction. On m'a proposé des séries. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand les gens m'approchaient avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, je sentais quand même que c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que c'était toujours l'histoire qu'en fait, finalement, tout le monde a toujours racontée. C'est voilà, l'histoire d'une jeune rappeuse qui a vendu beaucoup de disques en France, qui a été très connue, et puis qui ensuite a fait une dépression, a été en psychiatrie et s'est convertie à l'islam. Voilà, c'était toujours ce même fil, c'est toujours cette même histoire. Sauf que moi, c'est pas ça. Et je disais, mais moi, en fait, moi, c'est pas ça l'histoire. Ce qu'il faut dire, c'est que cette parole, on vous l'a prise aussi. À un moment donné, on vous l'a volée. L'histoire, elle est mon mari dit souvent, il dit Internet a une mémoire. Et la mémoire d'Internet, c'est pas la bonne mémoire. C'est-à-dire qu'en gros, mon histoire, c'est pas celle qui est sur Internet. C'est pas celle qu'on voit régulièrement circuler. Les gens qui ont lu mes livres, ils ont déjà beaucoup plus d'informations. Et je pense que ces gens-là, quand ils m'écrivent, ils savent que c'est pas ce que tout le monde raconte. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui a été racontée de différentes façons, mais rarement de la bonne façon. Ça change quoi de prendre en charge son propre récit pour soi? En fait, de base, on est venu me demander de partager. C'est-à-dire que c'est pas moi, à la base, c'est pas une initiative de ma personne qui me dit « Ah tiens, j'aimerais bien mettre à l'écran mon histoire ». C'est vraiment jamais parti comme ça. Et puis je pense que, très honnêtement, j'ai aussi pris peur que ces projets voient le jour sans moi. Parce qu'encore une fois, ça aurait faussé la mémoire. Et je me suis dit peut-être qu'il est temps que je puisse partager la vérité et puis surtout la beauté de cette histoire. Parce que je trouve que c'est ça dont on ne parle pas. C'est-à-dire que pour les gens, la beauté, c'était tout Diams et pas le reste. Alors que pour moi, la beauté, c'était Mélanie petite qui a essayé de se construire en tant que Diams, qui n'a pas réussi et qui s'est trouvée après.
Pour prendre la parole, il fallait aussi que vous ayez la paix en vous. Le film s'appelle Salam. Ouais. J'ai l'impression que c'est la plus grande quête de votre vie. Ouais, franchement, je pense que toute personne qui a connu ce que j'ai connu, c'est-à-dire cette prison intérieure qui fait sombrer dans les maladies psychologiques, etc. Je pense que toute personne qui a connu ça, cette espèce de chaos interne, cette espèce de vide abyssal. De guerre, en fait. C'est presque... Non, je dirais même pas une guerre, parce qu'une guerre, il se passe plein de trucs. Quand on est vide et qu'on va pas bien, il se passe justement rien. Et ça, c'est des choses que les gens n'arrivent pas spécialement à comprendre. C'est justement, on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on ressent. On est son propre bourreau. Parce qu'en fait, les questions qui nous harcèlent, elles émanent de soi. Et donc, à qui on va se plaindre de soi-même? Enfin, c'est vraiment une espèce de spirale qui est hyper complexe. Et qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait la paix. Il me manquait cette sérénité, cette quiétude, cette paix intérieure, en fait, tout simplement. Je pense que c'est une quête pour beaucoup de gens. Apprendre à prendre le temps aussi, tout simplement. La paix, d'avoir trouvé la paix, m'a permis d'apprécier des choses. Oui, effectivement, que j'ai l'impression parfois d'être pas seule à partager, parce que j'ai rencontré des gens comme moi qui partagent les mêmes choses que moi, mais je veux dire, c'est vrai que des fois on a l'impression d'être un peu différent. Je veux dire, moi par exemple, mon amour pour tout ce qui touche à la nature, pour tout ce qui touche à ce qui nous entoure, je sais que des fois c'est sujet à moquerie. Mais moi ça me fait sourire, puisque c'est ma paix à moi, donc tant pis si les gens... Vous savez, Mélanie, on pourrait faire une interview là comme ça, question-réponse, confession. C'est pas ce qu'on va faire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de réponses dans ce documentaire. Je vous propose qu'on regarde un extrait que je trouve très fort et qu'on en parle ensemble. Okay. Et moi, en fait, je pense que ce qui m'a rendu triste, parce qu'il y a la colère contre le fait qu'on me voile un truc intime de ma vie, ça c'est clair, mais ça c'est gérable, si tu veux. Ça n'a pas de conséquences, c'est toi, chez toi, t'es un peu énervé, tu vois. Mais il y a surtout, moi c'était vraiment par rapport aux gens qui m'aimaient. Je savais qu'ils allaient comme briser l'amour qu'il y avait entre moi et le public. C'est vraiment ça qui m'a fait mal. C'est vraiment en fait de voir en fait les jauges, tu vois, se vider un peu. Parce que c'est ça un peu qui s'est passé. C'est-à-dire que tu vends moins de disques, donc il y a moins de monde dans les concerts. Mais il y a des gens, il y a un groupe qui est là. Et ceux-là, à jamais je leur serai reconnaissante. Et je te jure que j'en veux pas à ceux qui m'aimaient plus à ce moment-là. Il y en a plein qui m'écrivent aujourd'hui, qui me disent « Ouais, je t'en ai voulu d'avoir arrêté. Pour moi, t'étais une traître. Pour moi, t'étais endoctrinée. Pour moi, t'étais... Les gens ont été très, très durs, tu vois. Et je leur en veux pas. Je les comprends même. » Vous parlez de votre public, d'un moment de rupture avec le public, et vous dites que ceux qui vous ont rejeté, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont même cru parfois que vous étiez embrigadés, endoctrinés, vous leur en voulez pas. Vous dites même que vous les comprenez. Oui. Oui, parce qu'avec le temps et avec le recul, j'ai appris à comprendre l'autre. Et je pense que c'est nécessaire, comme j'ai voulu qu'on me comprenne. Mais je pense que j'ai eu besoin moi aussi de comprendre les gens. Et c'est vrai que à ce moment-là aussi, la grande difficulté, bon, j'en parle pas spécialement dans le film, c'est que moi, quand je prépare ce dernier album, j'ai vraiment l'envie de faire de grandes choses avec Big Up, mon association. Et donc, je pense vraiment que ça va être fédérateur, qu'on va faire plein de trucs. Et j'imagine pas un instant que le scandale autour de mon voile et de cette photo prise à la sortie de la mosquée va finalement tout chambouler. Photo volée. Photo volée, moment volé, secret volé, parce que c'était un secret. Et qui devient ensuite après, limite, comme je dis dans le film, on m'accuse, limite de prôner ça, alors que c'est eux qui ont volé ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites à ce public à travers ce documentaire ? Très honnêtement, je crois que j'ai pensé qu'à eux quand je l'ai fait. J'ai toujours pensé qu'aux gens qui m'ont aimé. Bon, c'est le moment où je vais être émue. Mais il faut savoir que ça fait 10 ans que je suis pas coupée du monde, contrairement à ce que j'entends parfois.
Et j'ai des réseaux. C'est un peu une plateforme d'échange pour moi. C'est-à-dire qu'en surface, je suis pas trop là, mais j'ai beaucoup reçu de messages de gens qui, les années passant, parce que c'est marrant, c'est vraiment au fil des années que j'ai senti que quelque chose s'était construit, je suis devenue, je pense, comme quelque chose d'important de leur passé. En fait, je pense que sur le coup, les gens ne le réalisaient pas spécialement. Moi-même, je ne l'ai pas réalisé. Je veux dire, sur le coup, j'étais, je sais pas, une rappeuse parmi tant d'autres. Enfin, voilà. Et en fait, c'est 10 ans plus tard, les gens, ils me parlent comme si, comme si on s'était connus à un moment de leur vie qui était important, de construction ou de quête, etc. Et donc, c'est hyper touchant, les messages que je reçois de jeunes filles qui sont devenues mamans, de jeunes hommes qui travaillent aujourd'hui, qui ont réussi leur vie et qui te racontent que quand ils étaient jeunes, ça n'allait pas du tout. Et qui vous disent quoi aujourd'hui? Ils me disent merci. Merci. En fait, la plupart des gens, ils me disent merci et ils me disent si t'es heureuse, c'est le plus important. Mélanie, le regard des autres qui a tant compté pour vous, aujourd'hui, vous en faites quoi? Je l'accueille avec joie parce que la plupart des gens sont très gentils avec moi. La vérité, c'est que moi, je reçois beaucoup, beaucoup d'amour. Mais je vis plus à travers le regard des gens. Quand je me lève le matin, c'est pas mon souci. C'est pas mon souci. Moi, ce qui compte, c'est que moi, je sois bien avec moi, avec ma famille, avec les miens. Et donc, ce qui compte, c'est ça. Moi, c'est de préserver, en fait, cette paix. Après, quand je rencontre des gens dehors, j'en parle avec ma fille des fois. Parce qu'elle me dit, oui, les gens, ils viennent nous voir. Puis elle me dit, ils nous coupent la parole. Des trucs comme ça. Et puis je lui dis, mais ils nous aiment. Et elle me dit, oui, ils nous aiment. Et je lui dis, tu sais, l'amour, il y a tellement de gens qui rêvent d'être aimés, d'être accompagnés dans leur vie, de ne pas être rejetés, d'être compris. J'ai dit, on peut pas être mécontent de recevoir de l'amour. On va pas reparler ensemble de cette photo volée par Paris Mathieu à 13 ans, cette photo de vous sortant d'une mosquée en 2009, parce que ça a été une telle déflagration, une telle violence, que ce serait inutile. Mais dans le film, il y a quand même cette phrase très forte du producteur Benjamin Ifra qui dit « Ce jour-là, comme elle l'a toujours fait durant sa carrière, Diams, malgré elle, pose une question à la France. » Bon, c'est lui qui le dit, et je comprends ce qu'il a voulu dire. En fait, il dit que moi, comme je pense beaucoup d'artistes ou comme beaucoup de personnalités publiques, malgré nous, on est un thermomètre de la société. C'est-à-dire que, je ne sais pas, aujourd'hui, moi-même qui m'intéresse à ce monde pour mes enfants, je comprends un peu ce que les jeunes ils aiment, etc. Et en fait, les personnalités aimées des jeunes, par exemple, sont des thermomètres de ce que les jeunes aiment, de ce qui les fait vibrer, etc. Et moi, quand, effectivement, je me fais shooter avec le voile et que on voit ce que ça suscite, parce que vraiment, on se rend pas compte aujourd'hui, avec du recul, quand justement on a fait Salam, on a eu accès à toutes les archives de l'époque. J'avais même pas réalisé que c'était à ce point. Je pense que j'étais tellement déjà accablée à ce moment-là que je m'en suis pas rendu compte. Mais quand on voit tous les articles qu'il y a eu, et surtout la violence et la haine que ça a engendré, effectivement, à ce moment-là, le thermomètre, il nous indiquait quelque chose qu'on n'avait peut-être pas réalisé, en tout cas pour moi. Le rapport de la France à la religion, le rapport de la France à la célébrité. Pourquoi, quand on se tourne vers la religion, c'est qu'on a forcément pété les plombs, par exemple? Ouais, après, mon mari vous dira que c'est l'histoire. Et qu'il faut que les gens ils se rappellent de l'histoire. Et qu'en fait, finalement, ça a toujours été comme ça. Ça l'était déjà avant, bien avant que le problème soit les musulmans. Déjà, quand je chantais, j'ai pas cherché à être une icône. J'ai pas cherché à être un chef de file. J'ai pas cherché, ça a toujours été malgré moi, les étiquettes qu'on me collait, quand les gens ils disaient, ah, elle est ainsi, elle est comme ci, elle est comme ça. Et quand je me voile, c'est cette nouvelle étiquette, entre guillemets, qui arrive, encore une fois, c'est pas moi. C'est pas moi qui suis venue devant comme ça en disant, ah, tiens, je suis voilée, maintenant, non, j'avais pas prévu ça. Mais j'ai été surprise, ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais une famille formidable. Et des gens merveilleux autour de moi, parce que moi, j'avais jamais vécu ça chez moi. C'est-à-dire que si j'étais née dans une famille peut-être de gens pour qui ça posait problème ou qui avaient un problème avec certaines personnes sur la terre, peut-être que j'aurais compris. Mais moi, à ce moment-là, en fait, je suis surprise puisque ma mère, elle a jamais eu de problème avec les femmes voilées et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez encore le thermomètre de la France aujourd'hui. Quand votre amie, par exemple, Vita, qui est très présente dans le film,
On comprend qu'elle vous a accompagné aussi, Chante ma France à moi, sur France Inter il y a 2 ans. Quand Amel Bent, Camélia Jordana, Evita reprennent votre morceau Marine sur le disque Soror l'année dernière, quand même, vous vous dites quoi là? Bah, en fait, moi, je me dis toujours que, pour le coup, ça m'appartient plus. C'est-à-dire que vraiment, les gens se sont appropriés ces chansons. Moi, j'ai rien fait pour qu'elles soient toujours là. J'ai rien fait. Vous ne verrez jamais en parler sur mes réseaux ou essayer de les promotionner ou rien. Et c'est là, et c'est comme ça, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est les gens qui les ont transportés dans le temps, je sais pas comment on peut dire. Et moi, je suis spectatrice, en fait, de quelque chose qui ne m'appartient plus. Et quand même, cette chanson Marine, elle a 16 ans, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Il paraît. C'est fou. Comme je vous dis, ça m'appartient plus. Elle aurait pu être oubliée. Je suis comme vous. Moi, je suis spectatrice. Dans ce film et dans la vie, on le voit bien, vous vous arrêtez pas. Vous arrêtez pas de penser, d'observer. Vous dites, mon cerveau, il arrête jamais de tourner, d'essayer de comprendre. Vous vous êtes jamais arrêté? Non. Il y a des gens comme ça qui réfléchissent beaucoup. Il y en a qui réfléchissent moins. Moi, je fais partie de ceux qui réfléchissent tout le temps. Mais c'est pas réfléchir tout seul, c'est ça qui est intéressant, c'est réfléchir avec l'autre, c'est comprendre l'autre. Oui. C'est le grand défi que lance ce film, je crois. Vous savez, sur la religion dont parle le film, ce qui m'a le plus marqué, c'est que vous en parlez toujours au pluriel, par exemple, du fait que toutes les grandes religions sont liées, et que ça, on le sait pas forcément, on le dit pas, on le comprend pas. Je pense à la surprise d'une dame, lorsque votre fille Mariam lui dit « Vous pouvez aussi m'appeler Marie ». Au début, elle comprend pas. Bah, après, ça, c'est mon histoire. Vous vous rendez compte, moi, je m'appelle Mélanie Marie. Ma mère, elle s'appelle Dominique Marie. Mon père, il s'appelle Phivos. Il est grec et il n'est pas du tout musulman. Donc, toute mon histoire, elle est dans le fait d'apprendre à se connaître les uns les autres, d'apprendre à se comprendre et surtout d'apprendre à se respecter. Parce que c'est pas parce que je suis pas comme toi que je suis contre toi. Et ça, c'est quelque chose au sein de ma famille qui est hyper clair. Mon oncle, c'est un grand patron français, avec tout ce que ça implique et tout. On mange ensemble, je suis voilée, et il me respecte. Et on s'aime comme ça. Donc je veux dire, mon film, il est à l'image de ma vie. Ma vie entière, c'est ça. Moi, j'ai vécu au milieu des gens quand je suis partie vivre un peu dans la province française, avec une voisine française qui avait son petit potager, son petit cheval. Et moi, j'étais voilée à côté de chez elle. Et en fait, on s'entendait hyper bien parce qu'on se respectait. C'est intéressant, vous dites on se connaît pas les uns les autres. Pourquoi c'est si difficile de comprendre l'autre, en fait? Parce qu'on n'apprend pas à le connaître, en fait, tout simplement. C'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Après, j'ai l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui, quand même, elle est peut-être plus ouverte, en tout cas plus en alerte, parce qu'il y a d'autres moyens aussi de... J'ai l'impression qu'Internet a fait du monde un village. Donc c'est plus pareil, quoi. Le monde est plus aussi grand qu'avant, c'est tout petit. Je peux voir ce qui se passe à l'autre bout du monde en un clic. Donc j'ai l'impression que cette jeunesse qui arrive, elle est quand même beaucoup plus ouverte. C'est vrai, mais il y a aussi dans le documentaire cette phrase qui revient comme un refrain, on se like, mais est-ce qu'on s'aime vraiment? Ouais, c'est vraiment une... Pareil, c'est un constat que je fais parce que, comme je vous dis, j'ai des enfants. Donc je m'intéresse au monde dans lequel ils grandissent et je vois qu'aujourd'hui, exister à travers les réseaux, etc., c'est devenu presque une quête, c'est quelque chose dont on doit parler. Et je me dis, ils se like tous, mais est-ce qu'ils s'aiment? Parce que c'est censé être un j'aime. Mais c'est pas un vrai j'aime. Ouais. Est-ce que c'est un vrai j'aime? Mais c'est intéressant parce qu'à l'époque où vous avez arrêté la musique, à l'époque de tout ce déchaînement médiatique, les réseaux sociaux, ils n'étaient pas aussi présents. Il y avait la haine quand même, mais elle n'était pas sous cette forme. Ça aurait donné quoi? Bah, à l'époque, la haine, c'était des courriers qui étaient écrits à la main, qui étaient piégés. On avait des courriers piégés, nous. Ils mettaient des lames de rasoir dans les enveloppes pour qu'on se coupe quand on ouvrait l'enveloppe. Non, quand je vois aujourd'hui le déferlement de haine qu'il y a sur les réseaux, bah après, moi, je me sens concernée parce que j'ai vécu ce déferlement moi-même. Donc, je l'ai vécu à une autre échelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent du harcèlement sur Twitter. Moi, j'ai eu un harcèlement médiatique. Je me dis toujours que les gens qui parlent, est-ce qu'ils ont conscience des conséquences
que ça peut avoir sur la personne dont il parle. Vous devez être très sensible à toutes ces questions, en fait. Ça fait partie des sujets qui me touchent le plus, ouais. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui peut conduire aux maladies psychologiques, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Vous qui avez tenu à disparaître publiquement ces dernières années, quel regard est-ce que vous portez justement sur cette jeunesse qui se filme, qui se montre tout le temps en selfie souvent, qui s'expose sur l'ensemble des réseaux sociaux? C'est le monde d'aujourd'hui. La question, c'est plus comment s'en prémunir, comment faire en sorte que ça ne nous fasse pas de mal. Et j'ai l'impression que ça fait de mal à beaucoup de gens. Donc c'est vrai que la solution, souvent, moi, quand j'ai des amis qui vivent ça, je leur dis, ta solution, c'est de couper. Parce qu'en réalité, si t'es plus là, t'es plus une cible, t'es plus rien. Sauf que les gens veulent quand même exister. Ça veut dire qu'on existerait seulement à travers un écran? Il y a des gens, je pense, qui n'existent qu'à travers leurs écrans, aujourd'hui. Mais bon, avant, c'était autre chose. Je suis pas du tout de quelqu'un qui va penser qu'avant, c'était différent. Je pense juste que c'est comme avant, mais avec d'autres moyens. Je veux dire, ma mère, elle vous raconte son enfance, j'ai l'impression qu'elle a vécu des trucs similaires à moi. Sauf que c'était sous une autre forme. Donc voilà, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est comme elle est. C'est la jeunesse de mes enfants. Et moi, j'ai compris que, oui, ma fille, mes fils, il faudra qu'ils se prémunissent, parce que c'est très violent. Vous vous sentez plus jeune, vous? Non. Non, je suis pas une jeune, ça c'est sûr. Surtout quand les gens ils vous disent « t'es toute mon enfance », j'ai dit « ah d'accord ». Vous écoutez toujours du rap? Non. Jamais? Non, franchement, je me suis pas désintéressée, mais presque, de tout ça. C'est compliqué parce qu'encore une fois, moi, mon rapport, il est vraiment lié à l'écriture. Moi, c'était vraiment l'écriture, la plume, bien plus que la musique en elle-même. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, c'est pas mon centre d'intérêt. Vous le dites dans ce documentaire, j'en ai fini avec Diams. Et pourtant, ce film, vous le signez Mélanie Diams. Oui. Parce que j'aurais aimé le signer que Mélanie. Mais tant que je serai pas que Mélanie, pour les gens, on leur rappellera quelle Mélanie c'est. Mais peut-être qu'un jour, je serai que Mélanie. Ça voulait dire quoi, Diams? À l'époque, c'était un petit nom que j'avais trouvé, moi, en tant qu'artiste. C'était le diamant? C'était le diamant qui pouvait être brisé que par le diamant. Parce qu'un diamant peut être brisé que par un diamant, c'était la légende et c'était naturel, etc. Mais bon, aujourd'hui, je vois plus ça comme un surnom, en fait, que comme un nom à proprement dit. Ça fait combien de temps, Mélanie, que t'es pas revenue ici? Ça fait 12 ans, presque. 11 ans. Mais c'est marrant, j'ai l'impression de revenir dans un pays que j'avais quitté. C'est hyper étrange. C'est un endroit que tu connais très très bien, mais dans lequel t'es jamais revenu. Et que tu regardes de très loin. Moi, j'aimais la scène parce que la scène, c'était mon rapport aux gens. Quand t'es un artiste qui vend beaucoup de disques, on ne te parle que de chiffres, tu vois. On te dit, tu es numéro 1, tu vends 100 000, 200 000, 300 000, c'est incroyable, tu vends 1 million. Mais quand tu montes sur la scène, tu te dis, mais là, il y a 10 000 personnes ce soir, il y a 10 000 personnes demain, et puis il y a eu 50 000 personnes hier, et puis au Cameroun, il y a 100 000 personnes, et au Sénégal, il y a 20 000 personnes, et là-bas, tu vois, ce sont des gens. Ce sont pas des disques vendus. Quand vous vous retrouvez là, il se passe quoi dans votre tête, dans votre corps? Vous ressentez quoi? En fait, ce que je me suis dit, c'est fou parce que avant la salle, elle était pleine. Et moi, je me sentais vide. Ah. Et là, je suis rentrée, la salle était vide. Mais moi, j'étais pas vide. J'étais bien. J'étais hyper apaisée. J'étais bien. J'ai même aimé ce que ça a procuré en moi, c'est que je suis vraiment passée à autre chose. C'est-à-dire que vraiment, je regardais ça avec beaucoup de recul, vachement de recul. Ouais. Vous dites que la scène, c'était le public. Et vous savez que le public, il est toujours là. Ce sont des gens. C'est-à-dire que quand vous les croisez aujourd'hui, il se passe quoi concrètement? Je me souviens que j'étais moquée à l'époque pour ça. Parce que elle en fait trop avec les gens, elle en fait trop avec le public, elle en fait trop. Et en fait, moi, cet amour-là, une grande partie de ma vie,
Il est venu penser beaucoup de plaies chez moi. Il est venu mettre beaucoup de baume à mon cœur. Et le fait de me sentir tant aimée, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Mais quand j'ai compris que c'était uniquement lié à une carrière ou à une réussite musicale ou à une qualité sonore, et ben c'est là que j'ai pris peur, parce que je me suis dit finalement, si demain je fais un truc pourri, ils seront plus là. C'est là où tout d'un coup, c'est un peu comme ce que je disais, un peu le mirage, c'est que je me dis, mais en fait, cet amour-là, il est beau, mais il est pas là quand je vais pas bien le soir. Il répond pas à mes questions, et puis les gens, ils étaient plus là quand j'étais à l'hôpital, ils étaient plus là. Pourtant, dans ce film, vous leur faites un cadeau. Parce que ce film, Salam, il est traversé par un long texte que vous avez écrit, par vos mots, par vos couplets, par vos rimes, mais aussi par plein d'images de vous, justement, en train d'écrire, un stylo à la main. Ouais. L'écriture, quelle place est-ce qu'elle a encore dans votre vie? Elle est centrale à ma vie. C'est-à-dire que j'aime vraiment écrire. J'ai un vrai rapport à l'écriture. Déjà, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, une plume, une feuille, un stylo. Le bruit du papier. Ouais, je sais pas, c'est quelque chose qui me touche. Chacun ses sensibilités. Hein. Il y en a, ça va être les voitures. Il y en a, c'est la cuisine. Moi, c'est ça. Je pense que, comme je le dis, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise. Voilà. Écrire aujourd'hui. C'est ça. Ça m'apaise. Alors qu'avant, c'était très destructeur. Et vous le dites, à un moment de votre vie, il aurait fallu que je crève pour mieux écrire. Ouais. À quel moment c'est devenu un piège, en fait? Le piège, il est dans le fait que... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, beaucoup d'artistes et peut-être même d'autres gens dans d'autres milieux. C'est-à-dire qu'au début, quand on se construit sur une histoire qui est très brute et qui est forte de base, parce que voilà, c'est une histoire personnelle, c'était beaucoup mes blessures et tout ça. Sauf qu'après, tout s'arrange en surface. Et donc... vous qui vous sentiez seul, vous êtes aimé par des millions. Peut-être quelqu'un qui avait pas d'argent d'un coup, il a de l'argent. Quelqu'un qui était un bon à rien aux yeux de tous, finalement il devient quelqu'un qui a fait une grande carrière. Donc ce qu'on est à ce moment-là, c'est une réussite entre guillemets, alors que parfois au fond de soi ça va pas. Et cette réussite-là, elle devient parfois presque une prison. Une fois que tout va mieux, comment on écrit des chansons tristes si tout va mieux? En se faisant du mal, en fait. Et c'était une spirale qui était vraiment destructrice. C'est la question que j'allais vous poser. Ça veut dire quoi pour vous, Mélanie, réussir sa vie? C'est pas l'argent, c'est pas la gloire, non. C'est quoi? Pour moi, réussir sa vie, c'est savoir où on va, savoir d'où on vient. C'est réfléchir, c'est méditer sur ce qui nous entoure. Et puis, je pense surtout que c'est de comprendre le sens de cette vie. C'est pourquoi je suis sur la Terre. Qu'est-ce que je fais là? D'où je viens, moi, petit embryon? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça maintenant? Et qu'est-ce qui fait que je vais forcément partir? Parce que c'est une réalité. On sait très bien qu'on va tous mourir. Quelle est la question que je dois me poser? Et tu te retrouves dans une petite salle, une petite chambre d'hôpital. On te confisque tout. Ton téléphone. On te coupe du monde. T'as pas le droit à trop de visites. Et puis on te laisse seul dans cette chambre. Et puis toi, tu te demandes, ok, donc quand est-ce que vous allez venir m'aider, quoi? Et si même les spécialistes du cerveau, ils pouvaient rien faire pour moi, là, je pense que dans ma tête, j'ai un peu abandonné. Et je me souviens que depuis la clinique, j'ai recommencé à me faire du mal, en fait. Et quand les infirmières et les gens, ils ont vu ça, ils ont dit non, ça y est, stop. Et là, ils m'ont éteint. Ils m'ont éteint. Quand je dis ils m'ont éteint, c'est qu'ils m'ont donné plein de cachets. Plein de cachets. Du matin au soir, je prenais des cachets. Et là, je suis tombée, pour moi, dans ce que j'appelle l'enfer des médicaments. C'est une spirale qui est infernale. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Parce que ça a été une période très difficile, très... Dans les larmes de votre mère, qu'est-ce que vous voyez? Quand je reparle de tout ça avec ma mère, je ressens ce que, je pense, tout plein de jeunes ressentent
quand ils sentent que ils brillent plus dans les yeux de leurs parents. Ce que j'ai vécu, c'est aussi ça. C'est de me retrouver dans une situation où tout d'un coup, on fait plus la fierté des nôtres. On est presque devenu un problème pour eux, malgré nous. On est un boulet, on est une crainte. Ma mère, elle se couchait, elle savait pas si le lendemain je serais là. Et en fait, d'avoir vécu ça et de la voir aujourd'hui comme ça, m'avoir acceptée comme je suis. Ma mère, elle m'a aimée quand j'allais mal. Elle m'a aimée quand j'étais connue. Elle m'a aimée quand j'étais sur mon lit d'hôpital après ma tentative de suicide. Elle m'a aimée quand je suis revenue voilée. Et ma mère, elle est extraordinaire. Elle est un exemple. De quoi est-ce que vous souffriez? Est-ce que vous avez fini par le savoir? Quel était votre mal? Oui, le mal, c'est de ne pas savoir ce que je faisais sur la Terre. Quel est le but de cette vie? C'est ça. C'est vraiment ça. C'est de me demander, mais qu'est-ce que je fiche là? Je me pose aussi la question de l'époque, du contexte. Quand vous entendez par exemple Stromae parler de ses pensées suicidaires, de santé mentale dans une chanson, et quand vous voyez comment ce témoignage a pu être reçu aujourd'hui, vous vous dites quoi? Moi, ça fait 10 ans qu'il y a des gens qui m'écrivent qui vont pas bien. Je veux dire, suite justement à mes écrits et à ce que j'ai pu livrer même par la suite dans mes livres et que j'ai raconté ce par quoi j'étais passée, j'ai vraiment ressenti qu'il y a des milliers, voire des millions de gens qui vont pas bien. C'est une réalité. Et là où je suis contente, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression que ça commence à être pris au sérieux. À l'époque, c'était vraiment genre, j'étais une capricieuse, tu te prenais la tête pour rien. Tu es une enfant gâtée. T'es une enfant gâtée. Mais c'est sérieux, les maladies mentales. C'est pas rien. Au tout début du film, on entend des réactions de l'époque, de la fin de votre carrière, et il y a la voix d'une jeune fille, ça dure 2 secondes, ça m'a bouleversé, qui dit « Diams, c'est la vie ». Vous ressentez quoi quand vous entendez ça? Quand vous découvrez même cette archive? J'ai eu envie, en fait, qu'elle soit dans le documentaire. Parce que je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, réduire ma carrière musicale à du rap, c'est finalement pas avoir compris que moi, j'étais juste en quête, que ça a fait partie de ma quête, et qu'en réalité, j'étais pleine de vie, que je voulais justement croquer la vie, que je voulais pas la quitter, que j'ai failli la quitter, et qu'au final, aujourd'hui, j'espère être quelqu'un qui inspire ça, c'est-à-dire qu'après la grande souffrance, il y a une possibilité de reconstruction, de renaissance même. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? De vous parler. Pourquoi moi? Je suis pas très impressionnant. Non, c'est ça, de reprendre la parole comme ça, de parler, c'est s'exposer à beaucoup de choses. Le silence, c'est hyper cool. C'était trop bien de me taire pendant 10 ans. Non, mais je suis très heureuse de partager mon histoire, surtout avec ceux qui me l'ont demandé. Je serais très contente qu'elle aille ailleurs et que même des gens qui pensaient pas pouvoir être concernés, finalement se disent « Ah, c'est une jolie histoire ». Et la peur, elle est plus... Non, la peur, elle peut être de deux... Enfin, elle peut concerner sa l'âme et puis elle peut concerner la vie. Oui, donc, je me disais, le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel vont grandir vos enfants, par exemple, il vous fait peur parfois? En fait, j'ai compris, de par mon expérience, que quoi qu'il se passe dehors, il faut être bien dedans. Et en fait, ce qui compte, c'est que mes enfants, ils se construisent de façon forte en eux-mêmes, en fait, qu'ils soient bien avec eux-mêmes, qu'ils soient bien dans leur tête, qu'ils soient bien dans leur cœur. Parce que je pense que quand on n'est pas bien, on n'est pas bon avec les autres. C'est ce qui amène à beaucoup de colère, beaucoup de violence. Je pense aussi à votre action pour aider les orphelins au sein de votre Big Up Project. En quoi est-ce qu'ils vous parlent, les orphelins? Qu'est-ce qu'ils vous racontent, Mélanie? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Pour moi, un orphelin, c'est une très très grande école. Parce que il est le miroir de beaucoup de choses pour lesquelles, des fois, moi, j'ai pu être ingrate. Comme le simple fait d'avoir une famille, d'avoir peut-être des parents aimants, ou pas, d'ailleurs, mais d'en avoir. Oui, de savoir d'où on vient, et se construire, même peut-être avec un parent mal aimant. Mais c'est pas comme de pas savoir. Quand je suis au contact de ces enfants, et je me dis, ils se soucient pas de demain. Ils sont confiants. Ils sont sereins. Et les gens qui s'occupent d'eux
ils sont confiants et ils sont sereins. Pourquoi moi, je suis si anxieuse peut-être, enfin je parle de moi là, aujourd'hui ça va, mais comment on peut être parfois si anxieux, avoir si peur de l'après, alors que finalement il n'est pas entre nos mains et qu'on ne contrôle pas tout ça. Mais comment on fait pour se réconcilier quand ça ressemble irréconciliable? Même si c'est difficile et compliqué pour certains, je pense quand même que d'essayer d'être en paix avec les siens et sa famille, c'est mieux que de faire la guerre. Et je sais que j'ai vécu ça avec mon père. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir trouvé la force de pardonner, de passer à autre chose, parce qu'en fait, c'est trop bien. Et quelle est la plus belle leçon que vous voudriez leur enseigner à vos enfants? C'est que la vie, elle a un sens. Ils ont une grande valeur. C'est ce que je dis toujours à ma fille. Je dis, t'es un trésor. Ne laisse pas les autres te salir. Ne laisse pas ce monde te salir. Et sois toujours belle. Sois toujours comme une lumière. Même si les autres, ils cherchent à t'éteindre. Si vos enfants, un jour, ils veulent faire de la musique, ils disent « on y va, on se lance », vous leur dites quoi? Je leur souhaite mieux que ça. Très honnêtement, je leur souhaite mieux que ça. Même si je sais que c'est dur à entendre pour certains. Non, vraiment, je leur souhaite de se construire sur quelque chose qui les impliquera moins que tout ce qui peut toucher aux passions. Parce que des fois, ça peut être très destructeur. Ils vous en parlent quelquefois de votre passé? Oui, ma fille, elle sait très bien, quoi. Elle voit bien les gens, les gens dans la rue quand ils viennent me voir, etc. Bien sûr, elle est au courant, on en parle. C'est l'histoire de leur maman. Et quand on vous dit qu'un diamant, c'est éternel aussi? Non, c'est pas éternel. Non. Tout ça, c'est des mythes du passé. Aujourd'hui, je suis plus trop dans ces trucs-là. Voire pas du tout, même. Mais je veux dire, il n'y a rien qui restera. Tout le monde partira.